(987654321) Paris, Bordeaux, Le Mans. Je crois que s'il existe un texte auquel je me réfère, je me suis référé et je continuerai à me référer, c'est la Bible. Pourquoi la Bible? À cause des évangiles. Pourquoi les évangiles? Parce que c'est tout ce que, durant les premières années de notre connaissance d'être humain, ce qui nous a touchés. Bon, mais après, il y a eu la littérature. Non pas que la Bible ne soit pas de la littérature, mais que un livre, un auteur, des livres. Carrément le livre qui m'a le plus intéressé, pas influencé. Je n'ai jamais été influencé par aucun auteur. J'ai écrit sous l'influence d'un auteur, et c'est Aimé Césaire. Pourquoi? Parce que, d'abord, quand je le lis, c'est très prétentieux ce que je vais dire, c'est comme si je me lisais. Les mêmes battements, pas battements de langage seulement, les battements du plus profond de soi-même, de qui on est, de qui on est en train de parler. Et Césaire. Et puis naturellement j'ai eu beaucoup d'autres auteurs, je ne peux pas les compter, je vais dans 3 ans avoir 80 ans. Shakespeare m'a beaucoup, pas influencé, m'a beaucoup inspiré. Les passages sur le sommeil, etc., c'est fabuleux, Shakespeare. Qui n'a pas lu Shakespeare a oublié de lire. Et à part ces auteurs-là, bon, j'ai lu beaucoup d'autres, je le répète, mais aucun ne m'a influencé. Voilà. Je n'ai pas d'autre quartier que Port-Louis, que la capitale de mon pays. C'est là que j'étais enfant, c'est là que j'ai subi, vécu les plus grands instants de ma vie. C'est là que j'ai fait connaissance avec la religion, avec le religieux, avec le doute, avec l'incroyance. C'est là que j'ai regardé, à part ma mère naturellement, j'ai regardé vraiment une femme, ce qu'elle était, ce qu'elle représentait, et comment je voulais qu'elle soit. C'est curieux. C'est là aussi que c'est là où j'ai passé les plus beaux instants de mon existence, avec des gens simples, d'une grande simplicité. Le maître d'école, à l'école, le marchand de lait, le marchand de gâteaux piment, le boutiquier chinois, qui a joué dans ma vie un rôle fabuleux. C'est extraordinaire. Le premier cadeau que j'ai fait à une fille, c'est un flacon
de soirs de Paris, et l'argent, je ne l'avais pas, je l'ai emprunté, j'ai donné ça à cette fille qui était beaucoup plus âgée que moi. Ça fait partie d'un ensemble. Et cette fille, je ne sais même pas si elle l'a eu ou pas, peu importe. Le quartier, c'est là où on est vivant. Pas, c'est là où on vit. C'est différent. C'est là où on est vivant. C'est-à-dire, c'est là où on reçoit tout ce qu'on peut recevoir. C'est là qu'on donne tout ce qu'on peut donner. C'est là où aussi on se refuse à beaucoup de choses. Le quartier, pour moi, plus tard, je le dirai dans une œuvre de plus de 30 volumes, mon quartier, pour moi, c'est mon île. C'est l'île réduite, à sa plus simple expression, le quartier. Parce que toute ma poésie répond à une question. D'où viens-tu? Et je dois remercier tous ceux qui, en pensant à mon œuvre, ou en pensant à moi, me posent la question du lieu où j'ai appris à vivre. Le quartier, c'est le lieu où on a appris à vivre. Et apprendre à vivre, cela veut dire cela signifie la joie comme la souffrance. L'enfance, c'est la plus belle et la seule vraie saison de notre vie. En tout cas, c'est la seule vraie de ma vie à moi. Mon enfance, c'est d'abord le rappel du lieu où je suis né. Je ne suis pas né dans la capitale de l'île Maurice. Je suis né dans le plus grand district qui est Flac, F-L-A-C-Q. Eh bien, mon premier souvenir de Flac, c'est un jacquier. C'est un arbre. Voilà, là aussi, plus tard je parlerai des arbres. Ce jacquier, pourquoi? À cause du fruit du jacquier, qui est le jac. Pourquoi le jac? Parce qu'une fois ouverte, c'est le fruit pour moi qui contient dans la bouche tous les goûts du monde. Quand je mange, je mâche, longuement d'ailleurs, une gousse de ce fruit, de jac, je mâche le monde entier. Le doux, l'aigre, tout ce que vous voulez. Après, l'enfance, ce sont des êtres que j'ai toujours devinés, que j'ai rencontrés sans vraiment les rencontrer, que je connais sans avoir connu. Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler l'être qui a joué, entendu parler l'être qui a joué peut-être le rôle le plus important de ma vie, qui est ma grand-mère, Sarah, métisse, et comment? Eh bien, grand-mère, ma grand-mère Sarah, m'a toujours parlé d'un tas de personnes
d'un tas de lieux, d'un tas d'incidents, d'accidents, d'un tas de choses qui m'a parlé de mon père d'abord, et de son accident sur la motocyclette, il s'est cassé l'épaule, etc. Voilà. C'est tout ça rassemblé plus tard dans un lieu très curieux. Sorti de Flac, on est arrivé très vite à Port-Louis. Port-Louis, j'ai dû arriver à Port-Louis à l'âge de 6-7 ans. Peut-être même moins. Eh bien, curieusement, je parlais de l'île tout à l'heure, mon enfance, c'est encore une île, parce que j'ai vécu pendant à peu près une quinzaine d'années dans une maison en bois, en tôle, bois, etc., avec une grande cour, avec un manguier, avec naturellement des jeux les plus impossibles, avec des épées de bois, parce qu'il fallait imiter Errol Flynn. Et puis, pourquoi je dis une île? Parce que cette maison, et je vais souvent la voir quand je vais à Maurice, je ne peux pas ne pas aller la voir, c'est un triangle, c'est 3 rues. Une rue, 2 rues, 3 rues, et la maison est là. Au bout, on appellerait ça l'apex, n'est-ce pas, de ce triangle, il y avait un arbre, beau, et qui fleurissait à l'époque de l'année. Et on appelle ça fleur bananée, fleur de l'année, et c'est un flamboyant. C'est beau d'avoir eu dans son enfance l'occasion de prononcer le mot flamboyant. Parce qu'on est obligé, à un certain moment, de se poser la question, pourquoi cela s'appelle ainsi? Eh bien, c'est parce que ça flamboie. Flamboie. La lumière, le feu. L'enfance, pour moi, c'est le feu, la lumière, les éclairs. Il ne faut pas oublier que je suis un insulaire. Les éclairs, les épars. Après ça, il y a eu lieu l'enfance. Alors là, on va à l'école, on apprend les verbes, on apprend un tas de choses. Et alors, un souvenir d'enfance entre mille autres qui m'a tué. Vraiment, j'étais comme quelqu'un qui ne vivait plus. Adjacente d'une rue autre que la mienne où j'habitais, il y avait la maison d'un monsieur un peu mystérieux. C'était un Anglais qui avait une fille, mais qui était mauricienne. Belle, jolie. Moi j'étais un gosse, elle était un gosse. Vous savez, tomber, être un amoureux à 6-7 ans, c'est extraordinaire. Et elle s'appelait Lisby. Elle se penchait par-dessus le mur pour regarder passer les gens. Et moi, j'étais aux aguets tout le temps pour regarder, pour voir Lisby. Très bien. Plus tard,
On est allé à l'école, et dans ma classe, Lisby était là. J'étais amoureux fou. Mais vraiment fou. Et le professeur, la prof plutôt, s'est mis à organiser des petites pièces de théâtre, etc. On appelait ça jouer la comédie. Et un jour, elle a décidé de jouer la comédie d'un mariage. Et le couple qui devait se marier, c'était Lisby et moi. C'était, je ne sais pas, quand je pense à ça, c'est le goût de l'eau dans la bouche quand on a soif. Parce que les gens croient que l'eau n'a pas de goût, c'est pas vrai. C'est ce goût-là. Alors on a commencé les répétitions, etc. Quand soudain est arrivé un garçon, Claude, un nouveau, est entré à l'école, est entré dans notre classe. Et lui était beau. Clair de peau, grand. Et voilà que la dame dit, ça va être Claude et Lisby. Je crois que je suis mort la première fois. C'est terrible. Et c'est là que j'ai eu, en enfance, la véritable première notion, que j'ai eu la première véritable notion des couleurs. Couleur de peau. Bon, j'avais la peau, la couleur de la peau que j'ai, beaucoup plus sombre que maintenant, parce que ayant vécu en Europe et un peu partout, j'ai beaucoup clairci, comme on dit. Et j'avais des cheveux nudes. Jusqu'à très longtemps, même quand j'ai été directeur à l'UNESCO, mes cheveux, c'était une forêt. Il fallait voir ça. Et naturellement, Claude avait le partage bien plaqué, collé au Brillgrim, n'est-ce pas? Et d'accord, c'était fini. Mon premier chagrin d'amour, plus que chagrin, je suis mort d'amour la première fois. Mais ce qui a un petit peu pas consolé, mais remplacé l'amour d'enfance, c'est précisément le lieu que j'habitais. Je reviens à Port-Louis. Chaque détail de cette ville m'est resté jusqu'à maintenant. Vous savez, j'ai dit, je le répète, je vais avoir 80 ans et très souvent, je me promène le long de la rue Madame, le long de la rue Saint-Georges, le long de la rue Mère-Barthélemy, qui sont, la rue Ternay, les noms de rues de mon île, de mon enfance. Et naturellement, si je dis la rue Ternay, ou si je dis la rue Madame, tout de suite ça veut dire l'école. Quelle école? L'école L'Aiguille. Pourquoi l'école L'Aiguille? Parce que le maître d'école s'appelait Monsieur L'Aiguille. Et pourquoi j'ai été frappé
Ah, monsieur l'Aiguille, parce que c'était un gros monsieur qui avait une grosse voix. Et puis il avait une cloche en cuivre. Il sonnait les, les diverses heures de les périodes, comme on appelle, dang, dang. Et puis, monsieur l'Aiguille, tous les ans, il fallait qu'on l'embrasse pour son anniversaire. Et moi, j'ai été tout le temps le pire des pires. J'ai dit, je vais l'embrasser en bavant. Et je l'ai fait. J'ai reçu une gifle, naturellement. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais même cette gifle-là a eu pour moi une signification. Plein de choses comme ça. Puis, un jour, alors là, ça, j'aimerais bien que ce soit fixé dans ma mémoire. Il y avait dans la classe une fille qui était un petit peu, en anglais on appelle ça the cynosure, n'est-ce pas? On la regardait tout le temps. Et c'était pas mon cas, mais c'était le cas du prof, de l'instituteur. Et tout ce qu'il pouvait faire de méchant vis-à-vis de moi, il le faisait pour montrer à cette fille son pouvoir. Et un jour, alors il me donnait des coups de règle, il me donnait des coups de rotin, on appelle ça le rotin bazar. Paf. Un après-midi, je suis rentré, ma grand-mère a dit à ma mère, oh, il y a quelque chose qui va pas. Puis j'ai montré sur ma jambe, quand on donne un coup de rotin bazar, ça enfle après. Et mon frère, qui était plus jeune que moi, il est allé chercher une pelure de banane, il l'a passé dessus, et ça a gonflé tout de suite. On savait, on connaissait tous les trucs. Mon père, en attendant, avait acheté comme cadeau à ma mère le premier parapluie en plastique qui était arrivé à Maurice. Ma mère a acheté ça. Elle l'ouvrait à peine. Quand monsieur Guy, qui m'a molesté, quand elle a appris cela, elle est venue à l'école le lendemain matin et elle a détruit littéralement le parapluie. Il ne restait que les... Comment on appelait ça? Il ne restait que les baleines, n'est-ce pas? Et ça c'est l'enfance. Mais l'enfance aussi, ce sont les gâteaux. Les gâteaux dans la cour de l'école. Et vous pouvez penser que le plus beau gâteau n'était pas un gâteau piment, il y en avait, etc. C'est une sorte de grande crêpe qui s'appelait Merveille. Mon enfance a été gavée de merveilles. Vous vous rendez compte? Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis, naturellement, l'enfance, ça a été mon deuxième amour. Encore plus fou que le premier. C'était à l'école. J'étais toujours au primaire, n'est-ce pas? Et à côté, j'avais une voisine qui pour moi était l'image de Rita Hayworth. Vous voyez ça? C'était une Rodriguez de l'île Rodrigue. Elle était belle. Et moi, fou.
côté il y avait 3 personnes, trois élèves sur le même banc. J'avais une autre copine qui n'aimait pas du tout que je regarde intensément Sylvia. Sylvia, c'était la Rodriguez de mes rêves, etc. Oui, toutes ces choses-là viennent à s'additionnent, s'ajoutent pour dire que j'ai tout le temps aimé les femmes. Et je pense que cela naît du fait que ma mère m'a gâté. J'ai eu 3 sœurs, 5 frères, mais moi j'ai été le préféré de ma mère. Pourquoi? Parce que le premier enfant de la famille était un garçon. Il est mort dans son sommeil à côté de ma sœur, qui était la sœur aînée. Et bon, après on a attendu naturellement le garçon qui doit remplacer. Je suis arrivé en 3e lieu. Et là, ma mère, moyennant quoi, quand il y avait un œuf, ma mère en catimini faisait frire cet œuf à une heure où personne ne voyait. Je mangeais l'œuf, mais trop content, vantard, je finissais par avouer que j'avais mangé l'œuf. Mes 2 autres frères, plus jeunes, me tapaient jusqu'à ce que je rende l'œuf. Ce sont des choses comme ça, mais c'est pas pénible. Il n'y a pas de peine là-dedans. Et puis aussi mon enfance, nous habitions dans une rue, la rue Mère Barthélemy, vis-à-vis de l'église de l'Immaculée Conception. Et sur le trottoir de face, il y avait le crucifix, il y avait le Christ. Et j'ai passé des années de mon enfance à regarder cet homme presque nu sur la croix, sous le vent, dans la pluie, en toute saison. Alors on revient à une partie donc de ma vie où pas la religion, mais où le religieux est entré dans ma vie. Moyennant quoi, j'en ai parlé dans mes poèmes, moyennant quoi, j'aimerais un jour écrire un texte sur le Christ, mais qui n'est pas du tout le texte d'un, comment je peux dire ça, d'un adhérent, d'un religieux, ni un texte religieux, mais un texte où je parlerai, comme je suis en train de vous parler, je parlerai du Christ. Ça, c'est l'enfance. Et naturellement, il y a 1000 autres choses. La découverte du cerf-volant. Mon frère et moi, on faisait des cerfs-volants avec des papiers de couleur extraordinaires. Et alors là, il y a eu naturellement, ça aussi c'est une chose qu'il faut interpréter. Un jour, j'ai réussi à faire le plus beau cerf-volant que j'avais fait pendant des années. Je l'ai fait jaune, noir, rouge, des papiers de couleur, et puis j'ai filé. Je l'ai filé. À un certain moment, il était très 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 haut, et je me suis dit, mais pourquoi le faire descendre? J'ai cassé le fil, j'ai laissé, et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tout mon rêve, tout est parti
avec ce cerf-volant qui disparaissait. Voilà. Alors, vous voyez, là encore, on arrive à un moment où il ne faut pas avoir peur des mots. Le mot œuvre, sans aucune prétention, sans aucun a priori, j'ai fait une œuvre. Une œuvre de 3 dizaines de livres ou de 40 livres, je ne sais pas. Il y a ce qui a été publié, il y a ce qui n'a pas été publié. Mais le principal, c'est la poésie. L'œuvre poétique. Pourquoi? Parce que la poésie est la réponse à la question que je ne me suis jamais posée. Mais toujours, pourquoi Monique, chaque fois, quand il dit quelque chose, il vous met dans l'embarras? Que ça veut dire la réponse à la question que vous ne vous êtes pas posée. Mais précisément, parce que ma poésie est comme un excavateur, est comme un outil qui fouille la terre pour aller savoir est-ce qu'il y a l'eau sous la terre, ou qui fouille l'être humain pour savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de lui. Est-ce qu'il va, au fond, toucher Dieu, le diable, quoi? Donc, la poésie, pour moi, est une interrogation. Une interrogation qui n'est pas faite de questions seulement, mais qui s'accompagne de paroles. Voilà un mot très important, le mot parole, plus que l'écrit. Je dis toujours, et je le répète, je n'ai pas écrit de poèmes. J'ai parlé des poèmes, j'ai dit des poèmes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Inde, partout. L'instant le plus précieux a été le moment où, après avoir parlé de qui j'étais, de ce que j'avais fait, ceci, cela, je lisais des poèmes. C'est le plus important. La poésie, parce que ce sont les seuls mots qui me montrent du doigt. Je ne peux pas tricher en poésie. Et Dieu seul sait que j'en connais beaucoup qui trichent, même en poésie. On ne peut pas tricher. Pour moi, poésie veut dire la parole nue, comme elle est. C'est pourquoi, à un certain moment, quand j'ai envie d'exprimer quelque chose de très fort en moi, et que je ne trouve pas le mot, je l'invente. J'ai inventé beaucoup de mots qui sont devenus les mots de ma poésie. On ne peut pas lire Monique à un certain moment, arriver à un certain moment, on dit « Ah, ça, c'est du Monique ». C'est pas par flatterie, tout ça, c'est de la... C'est fini, ça. La poésie, vous savez, j'ai eu beaucoup de
de bonheur dans ma vie. Mais j'ai eu aussi des instants de terrible malheur. Quand j'ai voulu étudier le français, mais étudier profondément le français, j'ai abandonné les autres études. La chimie, l'anglais, le truc, tout ça, pour ne me consacrer qu'à la langue française. Donc, pendant une année, je n'ai fait que ça. Pourquoi? Parce que je voulais avoir une bourse. Cette bourse, c'était la bourse de l'Alliance française, une bourse d'une année où je pouvais enfin aller à Paris. Eh bien, j'ai tout que je vous... Permettez-moi de raconter cette chose. J'ai donc été aux examens. Il y avait 34 étudiants, candidats. J'étais le seul le seul métis. C'était des blancs de Maurice. Très bien. J'ai aucun mépris pour personne. Je ne peux mépriser personne, étant donné que je ne sais pas ce que c'est que le mépris. C'est comme la haine. Je ne sais pas ce que c'est que la haine. Bon, j'étais là, alors je travaillais. À un certain moment, je me suis levé et j'ai demandé à la dame, j'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, est-ce que je peux avoir un peu de papier, madame? Et tous les autres, ils sont esclaffés, ils se sont esclaffés, parce qu'ils fumaient aussi en salle d'examen. Et un parmi eux a dit, oh, il a besoin de papier, il est en train de chier. J'ai rien dit. J'ai utilisé même une partie de cela dans ce que j'écrivais. Puis est arrivé le dernier jour de l'examen, c'est l'oral. L'oral, on ne peut pas écrire. Il y avait l'examinateur, qui était naturellement M. Blanc. Je suis entré, il m'a dit, alors commencez. J'étais sur le pas de la porte qu'il m'a demandé de commencer. Et j'avais à réciter un poème de Baudelaire. Et il n'y avait pas 2 secondes ou 10 secondes, il recommence et il me dit, je vous ai demandé de commencer. Je recommence. Voici venir les temps, vibrant sur sa tige. Il me dit, vous me faites perdre mon temps. Je vous ai demandé de commencer. Et moi, mauvais caractère. Voici venir les temps où... Il a mis un 0. Il m'a dit, monsieur, non, jeune homme, on récite un poème, on ne hurle pas. Eh bien, j'ai pas eu la bourse, parce que je suis sorti second. Le premier est celui qui avait récité le poème. Je n'ai pas eu la bourse. Mais je suis sorti premier dans tous les autres sujets. Le jour de la distribution des prix, j'ai demandé à mon père, qui est encore plus droit que moi, il est venu dans sa petite voiture, une Austin 7, n'est-ce pas, à Cure-Pipe, ce qui était considéré à ce moment-là comme la ville des Blancs. Et j'étais assis au fond avec ma soeur, ma mère, toute la famille.
Et chaque fois que on disait tel sujet, premier, Édouard Monique, je poussais mon père, je dis, il va le chercher. Mon père marchait tout le long d'un truc, serrait la main du blanc et prenait le rouleau. Et ça m'a coûté très cher. Quand tout était fini, tout le monde est parti, moi, j'avais l'esprit vacant, j'étais comme quelqu'un un peu vide. Et au lieu de chercher une petite place dans la voiture avec mon père, je suis resté à chercher, à prendre le train. Si vous connaissez Maurice, c'est Cuopip, Cuopip Road, etc., etc., jusqu'à Port-Louis. Alors, j'entre dans le train à Cuopip, et à Cuopip Road entrent 4 jeunes gens. Je les reconnais tout de suite. Ce sont des jeunes gens qui étaient candidats avec moi. Ils me sortent du train, ils m'emmènent derrière et ils me mettent à me taper. Pourquoi j'ai demandé à mon père d'aller? Mais j'étais frappé et je croyais finalement que j'allais mourir à cause des coups, etc. Et à un certain moment, il m'a pressé, il m'a dit « à genoux ». C'était difficile, je me suis agenouillé, il m'a dit « demande pardon ». J'ai levé la tête, j'ai craché dans la figure. Alors là, ils m'ont donné des coups qu'ils croyaient finis. Ben, je ne suis pas mort. J'ai survécu. Et je suis l'auteur en langue française, en français. Et je crois que je suis un poète. Je ne sais pas si c'est un grand ou un important, mais un poète de langue française. Quelqu'un, voilà. L'insularité, on y vient, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Moi, je considère que chaque être, chaque individu est une île en soi. Maintenant, quel bonheur que j'ai qu'ajouter au fait de me savoir seul, c'est-à-dire une île, comme chaque individu, voilà que je nais dans un lieu qui est une solitude, qui est l'île, petite. Et là, la poésie, l'interrogation qu'est la poésie, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que la poésie est aussi une grande, une longue, une infinie interrogation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'être né dans une île où je suis barré, je n'ai aucune ouverture et je passe toutes mes expériences à regarder le centre de la Terre. Puis un jour, comme ça, je me suis retourné et j'ai vu la mer, l'ouverture. L'île n'était plus une île, c'était le monde entier. L'ouverture, j'allais pouvoir m'en aller, sauter les brisants,
aller de l'autre côté de la mer, regarder le monde, vérifier si vraiment les autres pays existent, si vraiment un Chinois, il n'y a qu'en Chine qu'il y a les Chinois, qu'en Inde qu'il y a les Indiens, tout vérifier, et a commencé pour moi le voyage, c'est-à-dire la plus belle expérience de l'être humain, voyager, partir, s'en aller. Donc, on ne peut pas, ce serait là de la prétention de vouloir conclure sur l'aventure d'un être humain doublé d'un poète. Parce que j'ai l'impression que même mort, je me lèverai, je poserai des questions. Je trouve que la vie, vous savez, un des derniers livres que j'ai publié, c'est pour survivre et pas pour vivre. La vie terminée, il y a la survie. Qu'est-ce qui survit? Tout ce qui n'était pas vous et qui est vous. Il y a toujours chez moi ça, cette contradiction. Mais je crois que c'est la seule richesse que j'ai. C'est ça. C'est cette contradiction. Je me mets toujours à discuter avec moi-même, avec l'être que je suis. Même quand il s'agit d'un très bon bouillon de bread, d'une bonne rongaille, de tout. Et voilà, c'est cette île. C'est cette île qui finalement n'est pas solitude. L'île est peut-être solitaire, un lieu de solitude, peut-être solitaire, mais pas solitude. L'île n'est jamais un lieu de solitude parce que, pour tout recommencer, parce que c'est l'île qui a fait qu'on a eu une enfance, qu'on a été frappé, qu'on a reçu tous les miracles du monde, la parole d'abord, écouter raconter. Vous savez, dans mon île, quand les gens simples de la rue, les gens qui vont boire un petit grog, eh ben, ces gens-là, parfois, innocemment, vous donnent une nouvelle, vous racontent quelque chose, et puis pan. C'est comme ça qu'un jour, mon père est arrivé, il était très, très triste. Ma mère était en train de trier des lentilles pour le repas du soir. J'étais, comme toujours, assis à côté d'elle. Mon père arrive, triste, enlève son chapeau, son feutre, le pose par terre et s'agenouille presque à côté de mon père, de ma mère, et secoue la tête. Et ma mère dit en créole, qu'arrivait Daniel. Son nom c'était Daniel. Il s'appelle Daniel Maximilien. Et ma mère dit, qu'arrivait Daniel, qu'arrive-vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Et mon père répond, Liline, c'était son nom, ma mère. La France
J'ai regardé ma mère, j'ai regardé mon père. Je n'avais jamais vu la France, comme ça. Et tout de suite, c'était pour moi une grande solitude. Vous voyez? La France avait disparu du monde. Et aujourd'hui, je me rends compte ce que ça aurait pu signifier si la France n'était plus au monde. Je sais que je suis, on dit toujours, je suis un francophone enragé. C'est vrai, c'est vrai. Mais pas pour la Tour Eiffel, pas pour la France, aussi tout ça. Mais moi, pourquoi? Pour cette langue, pour la langue française. Dans la langue française, j'ai appris précisément tellement de choses. J'ai expérimenté le beau, le laid, le grand, le petit, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, à l'automne de ma vie, j'ai peur. Je le confesse. J'ai peur des feuilles mortes. Yeah.